prix du jury ex-aequo avec Sirat à Cannes l'année dernière. Le film raconte, dans 4 périodes temporelles différentes en Allemagne, des trajectoires de vie de jeunes femmes dans une ferme qui côtoient toute la mort, de près ou de loin. Et le film, comme ça, tout du long, va un peu s'amuser à explorer cette atmosphère mortifère et va nous pousser à reconstituer, on va dire, les pièces du puzzle narratif, de comprendre à quelle période appartient quoi, selon les symboles qu'il nous donne. Pauline, toi, t'as adoré le film. Tout à fait. Est-ce que tu veux commencer un peu à nous raconter qu'est-ce qui t'a autant charmé ? Ouais, je trouve que déjà le début installe une ambiance qui m'a tout de suite plu. Avec, comme tu l'as dit, ce côté très mortifère, où on sait pas trop encore à quoi s'attendre. Sachant que moi, je savais même pas de quoi parlait le film. Enfin, j'ai cette habitude de pas trop regarder des choses sur les films avant d'aller les voir, et je trouvais juste le poster stylé. Et ensuite, il y a des moments de décrochage pendant le visionnage, mais qui, je trouve, in fine, sont un peu nécessaires, enfin en tout cas de mon point de vue, pour apprécier le film. Enfin, je savais pas forcément trop me faire un avis au cours du film, mais à la fin, quand tout s'assemble un peu, je me suis dit que c'était pour le mieux d'avoir eu un peu ces phases où l'esprit flottait un petit peu. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est cette exploration du traumatisme transgénérationnel. C'est une question qui m'intéresse énormément, qui a été beaucoup théorisée et explorée en psychiatrie, notamment par plein de monde. Mais moi, je pense à une psychologue sociologue qui s'appelle Françoise Davoine, qui a écrit un livre qui s'appelle Folie et trauma, Histoire et trauma, la folie des guerres. Et nous, on le voit beaucoup aussi, parmi des patients chez les deuxième ou troisième générations de la Shoah. Ce côté où le traumatisme se transmet, même quand les personnes perdent le lien avec leur histoire, il y a quand même quelque chose qui se transmet, qui est de l'ordre du non-dit. Et donc là, je trouve que le film trouve assez bien cet équilibre entre le non-dit, comprendre ces liens qui se tissent entre ces femmes qui ont certaines vécu la guerre, d'autres on ne sait pas trop ce qu'elles savent de leur passé, et tout ça est rassemblé dans ce lieu de la ferme. Et bref, moi j'ai trouvé ça assez fascinant. C'est assez dur de mettre des mots précis dessus, parce que c'est un film qui est quand même qui repose quand même beaucoup sur la contemplation, un côté très sensoriel, un jeu de matière où ça change sans arrêt de format, oui, le grain d'image change. C'est ça, de grain d'image, etc. Ouais. Et voilà, moi, ça m'a vraiment assez séduit, et j'en suis ressortie un peu tourneboulée. Enfin, je retrouvais quelqu'un après, et au début, elle a cru que j'allais pas bien, mais c'était juste parce que j'étais encore un peu déphasée par le film, quoi. Donc ouais, c'est vraiment le genre de film qui, j'ai l'impression, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu au courant de la semaine, mais reste en mémoire et fait qu'on retravaille l'histoire, et voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que donc, les 4 périodes temporelles du film s'établissent 3 dans le XXe siècle et une contemporaine, et on estime que ce serait donc une pendant la Première Guerre mondiale, une seconde autour des années 40, une troisième années 70-80, et la dernière donc contemporaine. C'est ça. Et donc on imagine une littérale parentalité entre les personnes. J'ai parlé de différentes familles, mais c'est peut-être une grande famille qui s'établit. Disons que c'est suggéré, en même temps pas tout à fait clair, parce qu'effectivement tu parlais de générations successives, et on pourrait déjà dire que c'est un des projets du film que de tisser des liens entre ces personnages qui nous sont présentés au début plutôt comme sans lien de parenté. Enfin, on va dire que les périodes 1 et 2, on se doute qu'il y a un lien parce qu'il y a un personnage amputé dans les deux à des âges différents, mais on découvre plus ou moins qu'il y a une sorte de lien entre la période 2 et la période 3, mais pour la partie contemporaine, c'est pas trop dit. Donc effectivement, il y a cette idée de reconstruire par un peu le brassage des époques, et encore une fois, les époques, on les estime parce qu'il n'y a pas d'information à l'écran qui nous dit quand ça se passe exactement. On voit des soldats, qu'on devine que c'est près de la guerre. On voit la frontière avec RDA et RFA pour la partie 70-80. Mais disons que voilà, un des projets du film, déjà, ce serait
d'essayer de trouver une forme qui rassemble un peu toutes ces femmes et les mettre dans une forme de lignage qui soit potentiellement indépendant de leur lignage effectif. D'essayer de trouver ce qui les lie. Et même si c'est difficile de dire que le film raconte une histoire au sens strict, parce que c'est un film organisé avec plein de fragments, mais il travaille tout un tas de correspondances, d'échos d'une époque à l'autre, des scènes qui vont plus ou moins se répéter, même des postures. Il y a ces plans sur les pieds des jeunes filles qui se mettent dans la même position à, je sais pas, presque 100 ans d'écart peut-être. D'essayer de transformer, on pourrait dire, une histoire hachée du 20e et un peu 21e siècle en une sorte de continuum un peu sur le mode du flux de conscience, on pourrait dire. Oui, le film essaye de saisir quelque chose d'une idée mortifère de l'Allemagne qui a transporté un peu l'héritage du pays pendant ce dernier siècle. Évidemment, qui a connu une acmé pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite qui est devenu, pour beaucoup de gens là-bas, un héritage lourd à porter, et quelque chose dont on sent comme ça qu'il nous accompagne. Et le travail de caméra du film s'intéresse à ça, et avec beaucoup de plans qui flottent, mais jamais en steady... il me semble pas au Steadicam, mais avec plutôt des plans en grue qui s'envolent, qui évoluent sur les côtés latéralement, comme une sorte d'esprit comme ça qui accompagnerait un peu ces personnes-là sans jamais les laisser tranquilles. Et cette partie-là du film m'intéresse pas mal. Plastiquement, je trouve qu'il y a quand même des vraies bonnes idées, notamment aussi pour filmer des séquences aquatiques où de la même façon on a cette sorte d'esprit entre guillemets qui vient suivre les personnages en dessous, à côté, en l'air. Mais je dois reconnaître que cet aspect un peu fragmentaire dont on parle depuis tout à l'heure, moi dans le film, ça m'a laissé vraiment, vraiment très éloigné du truc. Au bout d'un moment, j'ai juste démissionné. Je me dis, mais je n'ai pas envie de passer 2h20 à essayer de reconstituer des fragments disposés. J'ai l'impression un peu au hasard, ou en tout cas, c'est pas drivé par une quelconque pensée supplémentaire. Pourquoi ne pas suivre un peu plus linéairement ces trajectoires, j'imagine, pour harmoniser au moment où elles arrivent dans le film leurs acmés, c'est-à-dire par exemple à la fin du film tout le monde se met à mourir en même temps, on finit un peu ces trajectoires-là, sauf que précisément à cause de cette idée-là, moi je trouve que le film souffre d'une sorte de problème presque de hiccups, comment on dit en français, de hoquet, où au moment où il s'intéresse à certains sujets, il le répète 1, 2, 3 fois, on avance 1, 2, 3, etc. comme ça. Et je trouve que de cette façon-là, il perd un peu en efficacité. Et typiquement, le moment où les morts commencent à s'enchaîner, après je comprends l'idée qui est aussi de ne plus présenter les choses comme des surprises, mais aussi comme des formes d'habitude où typiquement quand les gens commencent à mourir, on se dit je sais exactement où va aller la chose, quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de dramatisation, il y a juste la sensation et plastique et émotionnelle de voir cette trajectoire avoir lieu. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ce moment, justement, on arrive un peu à la conclusion des arcs, etc. C'est justement le moment où ça m'a ramené un petit peu avec ce début mystérieux, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est que tu te rends compte que... je trouve que c'est présenté quand même plus comme un flux que comme une succession d'époques, et parce que dès la première époque, il y a quand même cette idée avec la petite fille qu'elle aurait pris la place d'une morte déjà, et où du coup finalement ce qui est lié entre ces générations, en fait ça vient déjà d'avant et probablement que ça va se continuer après. Et donc je comprends le côté un petit peu mécanique de la chose. Mais en même temps, moi j'ai trouvé que ça s'inscrivait plus dans un truc où quand tu conclus tout ça, tu te dis ouais, mais ok, on a conclu ces époques-là, mais il y a quand même quelque chose qui se continue. Ouais. Alors, la chose dont tu parles d'ailleurs, c'est ce qu'on voit là dans la bande-annonce, c'est-à-dire des photographies de gens morts qui sont remis un peu en état. On voit un moment un œil être réarrangé de façon à rester ouvert pour toujours. Et sorte de photographie Mortimer, finalement, c'est ce que le film lui-même fait en immortalisant pour toujours une trajectoire de vie de quelqu'un qui est déjà mort, et donc dans une énergie entre la vie et la mort. Il y a d'ailleurs des plans qui, assez explicitement, reprennent par des surcadrages
l'apparence de ces plans de voilà, post-mortem, comme si tout le film, comme tu l'as dit, était un peu voilà, sous ce voile-là. Pour finir peut-être sur la question un peu de la structure du film, moi je suis un peu entre vous deux là-dessus, où je dirais que le côté film puzzle, il y a à la fois des choses qui me plaisent et d'autres moins. Je dirais qu'il y a le bon puzzle un peu à la David Lynch, où le film est une sorte de labyrinthe mais qui est conçu pour qu'on s'y perde. Et le film, je trouve, arrive à dégager une certaine étrangeté, un sentiment un peu inquiétant. Et c'est aussi une des choses qui m'a plu, c'est que, disons que le film est certes austère par plein d'aspects, mais il y a quand même cette espèce de mystère, de côté presque fantastique par moments, qui fait que voilà, je suis quand même resté intrigué tout du long. Après, il y a le côté puzzle, on va dire, il faut remettre les pièces dans l'ordre, ça nous donne un peu la clé du film. Et là, je trouve que c'est un peu moins... Enfin, en tout cas, c'est une partie qui me plaît moins, notamment justement sur cette question des liens de famille qu'on apprend au détour de voix off. Et donc là, il y a un moment où on sort un peu du film pour essayer de remettre tout dans l'ordre en disant, alors donc lui, c'est le frère de elle qui est la mère de machin, et qui... me semble relativement superflu, puisque précisément en fait la forme du film dessine des liens et des correspondances qui n'ont pas besoin de cette parentalité directe, quoi. Et je trouve aussi que ça passe notamment par le recours à la voix off qui, si je me trompe pas trop, s'intensifie un peu au cours du film. Ça participe à un peu resserrer le film, je dirais, autour un peu d'une idée qui serait la souffrance reconduite des femmes un peu de génération en génération et l'impossibilité d'y échapper. Ce qui est... Enfin, comment dire, le film tourne autour de ça, mais je trouve que il va presque un peu le verbaliser d'une manière qui réduit aussi l'étrangeté du film, quoi. C'est-à-dire que le film est aussi un truc un peu bizarroïde, fantomatique, etc. Et le réduire à, en fait, ce que je voulais raconter, c'était ça. Je trouve ça un peu dommage, et en plus, je sais pas si c'est le terrain où le film est le plus percutant, parce que moi je trouve pas forcément les personnages très incarnés, au sens où j'ai l'impression de les voir plutôt comme les réceptacles d'une espèce de flux que vraiment comme des individus en tant que tels. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles, on connaît pas leur prénom, enfin, où c'est compliqué de... Voilà, mais j'ai du mal à, typiquement, la jeune femme dans les années 70-80, je la trouve un peu antipathique. Enfin, effectivement, on comprend qu'il y a une souffrance cachée, mais j'ai du mal à me familiariser avec elle d'une manière où son destin m'apparaît comme, voilà, je sais pas, que déclenche ma compassion. Enfin, là, je schématise un peu, mais voilà. Donc, je dirais que la structure du film est un peu à double tranchant, entre guillemets, même si j'aime bien ce côté un peu... un peu gruyère. Il y a ces images très belles où on a creusé des trous dans la paille. Voilà, dans la paille. Et donc il y a des espèces de trous et de lumière comme ça. Et on met un peu la tête dans une ouverture. Il y a ce motif d'ailleurs qui revient tout au long du film de regarder à travers un trou de serrure, une porte entrouverte, comme si nous-mêmes finalement on était un peu comme ces personnages, à essayer d'explorer à tâtons un continuum d'où on connaît pas tout à fait les contours et tout. Donc je trouve que ça produit quand même plutôt une sorte de... Voilà, un truc assez intriguant. Oui. Bah, c'est ce que tu me disais c'est ce qui t'a tenu en haleine devant le film, c'était ce côté essayer de reconstituer l'histoire, quoi. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté pas forcément très incarné des personnages, mais moi c'est quelque chose qui m'a plutôt plu à contrario, parce que justement... c'est ce que je disais un peu, j'ai pas l'impression que le but à la fin ce soit de s'intéresser à des destins individuels, mais plus à toutes ces ramifications et au fait qu'on est plus dans un truc dynamique et structurel de ce qui se transmet ou non dans cette famille. On sent que justement quand on avance un petit peu dans les potentielles générations, il y a quelque chose de l'ordre de très mystérieux sur le passé. Au début, le mystère, ça va être quelque chose de très concret, genre c'est qui cet enfant sur la photo, comment elle est morte, etc. Et après, ça va plus être vraiment de l'ordre de l'histoire familiale. Et du coup, pour moi, le fait de ne pas trop incarner les personnages et puis de un peu multiplier les voix off aussi, ça rentre dans l'idée que on a pris des illustrations dans cette famille, mais qu'en fait, c'est assez systématisé, et même aux hommes qui sont un peu relégués au second plan, mais où il y a quand même ce personnage de l'amputé qui revient, même qui est juste évoqué oralement à un moment, mais où son image revient, etc., et où on sent que lui aussi, il a véhiculé quelque chose dans la famille.
Et du coup, moi, j'ai remarqué aussi la chose, mais c'est quelque chose qui a participé à ce que j'ai aimé dans le film, quoi. Mais sur le côté film de fantôme, des incarnations, tout ça, moi, c'est... En fait, j'ai l'impression que je regrette que dans le film, du coup, ça a presque... Sur 2h20, on est sur une seule tonalité précise. Et je pense que ça manquait aussi potentiellement de contraste, dans la mesure où presque ce qui est beau dans un film de fantôme, c'est comment le fantôme interagit avec le vivant. C'est la place du fantôme dans un monde qui existe. Et vu que le film est uniquement dans cette tonalité-là de fantomatique, je pense qu'au bout d'un moment, je commence vraiment à me désintéresser. Seulement, il y a quelques moments dans le film que je reconnais être assez beaux du côté un peu de la matière. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée, notamment un très long plan où une femme casse au marteau une sorte de four pour essayer de réaménager une pièce, ou en tout cas l'évolution matérielle de cette ferme, je pense, aurait gagné à être plus explorée. Et parce que justement ce contraste matière, presque esprit, aurait pu ancrer quelque chose davantage dans cet espace. Je pense aussi à la scène où une voiture est soulevée par un ensemble, par un ensemble de gens. Il y a aussi ce retour-là de ok, qu'est-ce qui se passe? C'est un corps face au poids d'une voiture, et tout d'un coup, il se passe de nouvelles choses. Mais j'aimerais bien revenir aussi, et j'aimerais bien vous écouter, ou enfin discuter, sur le son aussi dans le film, parce que le titre en VO, c'est quand même Sound of Falling, donc le son de la chute, ou des chutes. À quoi ressemble un peu le son dans le film, Clément? Wow. Je me suis posé la question un peu de quelle fonction avait ce fameux sound. Je dirais que ça, c'est un peu un spectre où souvent les séquences vont commencer... Un spectre, très bien. Vont commencer plutôt sur un mode relativement naturaliste. On entend un peu les bruits de tous les craquements de la maison, les ustensiles, etc. Et souvent un peu avancer vers une forme de déréalisation où il y a ça dans une très belle... beaucoup de sons de mouche, c'est vrai. Il y a ça dans une très belle scène au début du film où... il y a une sorte de course-poursuite enfantine, les enfants qui sont coursés par leur nounou, et ils tournent en rond un peu dans les pièces, et d'un coup on a l'impression que le monde s'arrête et disparaît, le son presque, il n'y a plus que la petite fille qui sera le point d'ancrage de la première époque qui demeure, et donc il y a cette façon de... qui va un peu avec cette image qu'on avait de mettre un peu un œil dans la serrure, c'est-à-dire... où d'ailleurs il y a la rivière qui coule dans le film et qui est un élément important, mais on sort un peu la tête de l'eau, mais progressivement à chaque fois on replonge, et très souvent les scènes se terminent par des espèces de crescendo, je sais pas comment dire, de vagues de sons comme ça un peu étouffants, qui vont rappeler presque ce motif fantastique et participer à sortir de ce côté plus naturaliste qu'ont certains débuts de scène. Et on peut préciser aussi qu'il n'y a pas de musique, enfin en tout cas il y a vraiment très très peu de musique dans le film, il n'y en a aucune qui soit extra-diégétique, il y en a une seule qui va un peu traverser les âges dans sa façon d'apparaître, d'abord en vinyle, finalement dans des AirPods, et qui va elle aussi servir de vecteur de... D'ailleurs il y a une très belle scène, je suis d'accord avec toi que le film est très... un peu d'un bloc comme ça en termes de tonalité, mais c'est vrai qu'il y a cette scène sous-marine sur la musique un peu dorée, qui est, je trouve, vraiment très très, enfin plastiquement vraiment très belle, et qui est un des rares moments où effectivement il y a un peu de contraste, de respiration qui est assez joli. Il y a le début de la séquence de poursuite aussi, je trouve, marche très bien dans cette tonalité là, où on a vraiment un sacré prank. Ouais, c'est ça, des souliers qui sont cloués au sol, tout simplement. Et tu voulais... Non, c'est vrai que le travail sur le son, il me semble aussi important dans le film, parce que il y a quand même, peut-être plus à mesure du film, mais il y a quand même très très peu de dialogue au début, et c'est aussi une manière d'arriver un petit peu à caractériser les personnages aussi, et ce trouble qui traverse un petit peu tout le monde, parce que justement, comme au début on n'arrive pas trop à situer qui est qui, tous ces gens qui vivent ensemble dans la maison, pour réussir à captiver, ça passe beaucoup par cet aspect-là, et effectivement avec cette séquence que j'ai beaucoup aimée, et je pense qu'il a participé à bien me capter dès le début, que vous évoquez, de la course-poursuite là. Ça marche quand même plutôt bien, je trouve. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur un peu
la caméra dans le film, qui a effectivement presque cette une incarnation qui lui est propre, quoi. Il y a un côté un peu présence de Soderbergh. On pourrait dire que la caméra est un personnage du film. C'est un personnage. Mais d'ailleurs, pour moi, le décor est un personnage du film. Je te le dis tout de suite. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, et là où peut-être je rejoindrais le côté plus nuancé et la critique, c'est que au début, du coup, avec encore une fois cette course-poursuite, ça m'a rappelé un peu l'utilisation de l'espace dans la zone d'intérêt. Ouais, j'ai pensé aussi. Avec ce côté très circulant dans les pièces où t'as l'impression que tous les personnages sont en train de vivre en même temps, etc. Et finalement, c'est un petit peu délaissé par la suite, alors que le lieu est effectivement un endroit hyper important, parce que finalement, c'est le seul dénominateur commun concret à toutes les périodes. Et on a l'impression, il y a un peu la grange où il y a des choses qui se passent dedans, mais je pense que ça aurait mérité à un peu plus jouer avec cet espace-là, quoi. Ben, c'est vrai que il y a effectivement cette... Enfin, en tout cas, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, d'une certaine manière, le film repose, ou gravite autour d'une espèce de trou noir, quoi, qui serait soit la grange, soit les secrets de chacune des femmes, et que le film va jamais tout à fait montrer en plein jour, quoi. Et il y a cette idée, donc, je parlais de la caméra un peu à la présence, où on a l'impression que c'est presque la caméra qui hante les personnages, mais en fait, je me suis dit au fil du film que plutôt que de les hanter, parce qu'il y a ce côté un peu serpentin de la caméra, qui fait d'ailleurs penser aux murènes et aux anguilles, plutôt, qu'on voit dans tous les trucs du film. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une anguille qui permet de sauver un des personnages, on l'apprend en flashback, puisqu'elle s'est fait morte par une anguille, donc ça l'a finalement assez épanouie, donc il y a un effet de continuité, la caméra qui essaie d'aller un peu au contact de ces personnages, mais comme si elle était un peu aspirée. Je trouve que c'est une des plus belles idées un peu du film, et notamment sur on va dire le dernier drame qu'on voit dans le film. Il y a cette idée un peu de la chute, de la gravité, comme si il y avait une espèce de vortex et que tous ces corps de femmes étaient forcément aspirés dedans. Et il y a même ce motif du trou qui revient dans la porte de la grange, même la jambe manquante, dont on comprend pas au début pourquoi est-ce qu'on veut lui amputer une jambe, mais en fait c'est probablement pour éviter la guerre. Et je trouve le film assez beau sur cette espèce d'entropie, en fait, comme si tous les personnages féminins étaient amenés à un moment ou à un autre, un truc très fataliste, à soit se perdre, mourir, ou il y a ce truc très, très... Finalement, il y a un seul, je pense, des personnages qui s'en sort, qui serait celle des années 70-80, puisqu'elle échappe à la photo, quoi. Et je trouve que c'est une très belle idée. Enfin, elle choisit un peu sa disparition. C'est ça, exactement. Et parce qu'il y en a une qui tente de s'échapper, et parce qu'il y a des photos post-mortem, on a l'impression qu'elle est replacée dans son rôle de fille idéale, quoi. Et, mais bon, c'est encore une fois, c'est un film très... qui tombe, quoi, vraiment comme ça, parce que la seule possibilité de sortie, c'est le suicide ou la disparition, quoi, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, avec ce côté jouer avec la caméra, et puis l'importance aussi de la photo, il y a plusieurs regards caméra dans le film, absolument, qui justement appuient un peu cette idée que c'est la caméra qui les hante et qui vient capter, limite faire le lien direct avec les autres. Enfin, moi, j'avais presque le sentiment que la caméra, c'était les personnages d'une autre temporalité qui regardaient celui d'une temporalité précédente à cet instant-là précis, et qui communiquaient entre eux par ce biais-là du regard caméra, quoi. Et je trouve que c'est d'ailleurs une ambiguïté assez riche dans le film, parce qu'on a l'impression que au début, on se dit, mais est-ce qu'elle devrait avoir peur de la caméra ? Et en même temps, souvent, les regards qu'elle leur adresse, il y a presque une sorte de complicité, quoi, un peu de fantôme à fantôme. Et donc le film est à la fois transite un peu de un truc plutôt inquiétant à une espèce d'histoire de sororité, mais de lien féminin intragénérationnel, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est une belle idée, celle dont vous parlez, du trou qui a une double valeur, en même temps de l'appel du vide, en même temps du trou par lequel on regarde. Par lequel on regarde, c'est vrai. C'est la caméra obscura, finalement. C'est ça, hein.